7h43, bienvenue le petit déjeuner politique d'Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics. Oui, bonjour Olivier Dussopt. Emmanuel Macron doit prendre la parole a priori ce soir donc à 20h à l'issue de conseils de défense, hier et un aujourd'hui. Le reconfinement national pour 4 semaines vous semble la piste la plus sérieuse? Nous sommes d'abord face à une situation épidémique qui est très compliquée, très difficile, avec des chiffres que tout le monde connaît et qui montrent que le virus circule très vite. Actuellement, le gouvernement, le président de la République travaille, et le président de la République, après les consultations que vous avez évoquées, après la rencontre entre le Premier ministre et les chefs de parti, les chefs de groupe politique, aura à prendre des décisions et à annoncer ces décisions dans les heures qui viennent, et après le Conseil des ministres et le Conseil de défense de ce matin. L'un des objectifs, et même l'objectif principal, c'est la santé publique, et nous travaillons actuellement sur toutes les hypothèses. Pour ce qui me concerne, avec Bruno Le Maire, nous préparons les dispositions qui seront nécessaires pour accompagner l'économie, quelle que soit la nature des décisions prises. Oui, alors Olivier Dussopt, ça on va y revenir en détail, mais est-ce que ça veut dire aussi que le déconfinement a été un échec? Je ne crois pas, parce que le déconfinement, c'est d'abord la reprise de l'activité, c'est la sortie de l'isolement, c'est faire en sorte que la vie puisse continuer avec le virus. Comme dans tous les pays européens, nous assistons aujourd'hui à une reprise du virus, une reprise de l'épidémie, avec beaucoup de virulence. C'est le cas dans tous les pays voisins, c'est le cas à l'échelle de l'Europe. C'est une situation qui est assez grave, même c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a l'impression qu'on est plus touché, nous, en France, quand même, que certains autres pays. Quoi. Et puis l'Europe que certains continents aussi. Je n'en ai pas le sentiment, et vous avez certainement vu qu'en Italie, des mesures de confinement, de couvre-feu sont prises, que cela entraîne même un certain nombre d'incidents. Et chaque pays européen réagit avec des méthodes qui peuvent être différentes, mais réagit face à une épidémie qui est très présente. Oui. Bon, est-ce que les Français, justement, sont prêts, selon vous, psychologiquement aussi? Les Français ont montré pendant le printemps dernier qu'ils étaient extrêmement disciplinés et attentifs. Et donc nous devons veiller à ce que les mesures de protection soient prises et dans le même temps nous puissions préserver un maximum d'activités, un maximum de liens, et faire en sorte que une nouvelle fois, je le répète, quelle que soit la nature des décisions, une nouvelle fois, l'appareil de l'État réponde présent. Je n'ai pas de doute sur cela. Nous allons répondre présent. Bon, alors, est-ce que vous allez être obligé de revoir justement les prévisions de croissance et plus largement l'ensemble des prévisions économiques? Je rappelle que vous tabliez sur quand même une croissance de plus de 8%, en fait, c'est ça? En 2021. Nous travaillons sur 2 années budgétaires. D'abord l'année 2020, qui est extrêmement dégradée. Et lorsque nous avons présenté le budget pour 2021, nous avons réactualisé nos prévisions. C'était au mois de septembre, il y a quelques semaines. Nous avions dit que 2020 se terminerait avec une récession et donc une croissance négative de moins 10%. À l'époque, beaucoup nous avaient dit vous êtes très pessimiste, puisque la Banque de France, par exemple, disait que ce sera plutôt moins 8,5, moins 8,7. Nous avions été prudents et nous avons assumé cette prudence en expliquant que nous préférions être prudents plutôt qu'imprudents en matière de finances publiques. Aujourd'hui, l'épidémie que nous vivons montre que nous avons eu raison d'être prudents. Parce que nous serons à combien à peu près? L'Assemblée nationale et le Sénat sont en cours d'examen. Le texte de la loi de finances est à l'Assemblée nationale. Et nous avons indiqué lundi, lorsque l'Assemblée a voté les crédits du plan de relance, que lors de la 2e lecture, c'est-à-dire fin novembre, début décembre, la situation sera stabilisée en termes de prévision. Et que s'il fallait modifier le budget 2021, nous le ferions. Et par ailleurs, pour l'année 2020, nous aurons un exercice budgétaire à la fin de l'année, au cours du mois de novembre et du mois de décembre, qu'on appelle le collectif budgétaire, qui traditionnellement sert à ajuster le budget sur la fin de l'année pour tenir compte des besoins ou des sous-consommations. Et ce sera l'occasion, là aussi, si c'est nécessaire, de recharger, si vous me permettez cette expression, des dispositifs d'aide pour faire face à la crise économique. Oui, mais alors on devrait être dans quelle fourchette, quoi? Aujourd'hui, à la fois sur l'année 2020 et ensuite budget 2021. Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire, mais bien évidemment, si nous avons les 10% dont vous avez parlé là tout à l'heure, si nous avons à la fin de l'année une prévision bien différente, nous réactualiserons. Nous sommes sur moins 10. Si nous devions prendre des mesures très restrictives pour les libertés de circuler, les libertés de travailler, il faudrait réactualiser et modifier cette prévision de croissance. Et les plans de relance et les prévisions de croissance justement pour 2021 alors? Nous les maintenons car c'est essentiel de relancer l'activité économique. Il faut avoir en tête que lorsque le pays s'arrête de fonctionner, comme ça a été le cas au mois d'avril, au mois de mai, lorsque nous avons pris la décision, et elle était utile, elle était juste, de procéder à un confinement et d'arrêter l'activité économique, c'est une perte entre 2 et 2,5 points de PIB par mois de confinement général. Et c'est un coût. C'est un coût parce que l'État perd des recettes. Parce que s'il y a moins d'activité, il y a moins de fiscalité. Bon, ce qui veut dire qu'avec ce reconfinement, vous ne pouvez plus tabler sur la même chose quand même pour 2021. Nous avons systématiquement, je dis bien systématiquement, actualisé nos prévisions. Et je le répète, il y a 2020 d'une part, il y a 2021.
2021, c'est une année avec un plan de relance. Les députés ont voté les crédits du plan de relance et ont acté le fait que nous allons consacrer 100 milliards d'euros à la relance économique dans les 2 années qui viennent. L'objectif est de tenir cette prévision de croissance en 2021. Parce que nous avons besoin de cela, nous avons besoin que l'économie fonctionne, nous avons besoin de produire des richesses, à la fois pour des questions de finances publiques, mais aussi tout simplement pour des questions d'activité, de préservation du pouvoir d'achat. Nous sommes le pays qui protège le mieux le pouvoir d'achat des salariés. Sur l'année 2020, l'estimation est que le pouvoir d'achat va malheureusement baisser de 0,5%, alors même que la production de richesse a baissé de 10%. La logique aurait voulu que ce soit les mêmes chiffres, grâce au chômage partiel. C'est le système d'aide. Mais le chômage partiel, 31 milliards d'euros qui sont engagés pour garantir aux Français que lorsque leur activité s'arrête, l'État prend le relais. Imaginez qu'au mois d'avril, l'État a payé à la place des entreprises françaises le salaire de 11 millions de salariés. Qu'au total, sur l'année 2020, nous avons déjà financé 2 milliards d'heures de travail qui n'étaient pas effectuées parce qu'ils étaient en chômage partiel. C'est le phénomène, c'est l'outil le plus massif et c'est le système le plus protecteur d'Europe. Oui, alors Olivier Dussopt, parce que le patronat a tiré quand même la sonnette d'alarme hier en disant attention, si c'est un reconfinement total pendant une période en fait longue, il y a un risque d'écroulement de l'économie. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'exceptions pour avoir des mesures peut-être un petit peu moins strictes qu'au printemps? Je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République s'exprimera dans la journée, c'est à lui. Non mais vous, comme vous regardez les comptes publics, vous avez votre mot à dire avec Bruno Le Maire. C'est au président de la République que revient de faire les annonces avec le chef du gouvernement. Ce que je dis et ce que je souligne, mais nous l'avons fait, c'est que lorsque l'activité s'arrête, pendant un mois entier, c'est entre 2 points et 2,5 de PIB que nous perdons. C'est plus de 10 milliards d'euros de dépenses d'intervention et c'est au moins 10 milliards d'euros de perte de recettes fiscales. Donc c'est un coût qui est conséquent. C'est le coût de la santé publique. Comment on peut limiter un peu cet impact? On peut le limiter en maintenant l'activité. Mais je souligne, parce que parfois j'entends l'inverse, que des chiffres aussi importants. Les efforts que nous avons déjà faits au cours de l'année 2020, nous avons déjà engagé plus de 60 milliards d'euros de dépenses et nous avons déjà perdu, au total, toute administration confondue, 70 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est la démonstration que dans notre pays, c'est la santé d'abord. C'est la santé d'abord, et nous devons à la fois dire la santé d'abord et nous y tenir. Mais est-ce que c'est pas la santé et l'économie? Parce que tout est lié quand même, tout est lié. C'est l'organisation de nos sociétés, Olivier Dussopt, non? Il faut maintenir de l'activité, parce que le maintien de l'activité, c'est la meilleure façon évidemment d'éviter l'effondrement. C'est le maintien de relations sociales, je ne dis pas d'interaction, parce qu'il faut justement les limiter, mais d'une vie sociale, d'une vie économique. C'est la démonstration que le pays continue à fonctionner. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver, mais je le répète avec un principe, c'est la santé d'abord. La santé, en fait, évidemment, qui est importante, mais le télétravail, on l'a évoqué à plusieurs reprises, là, il vous encouragez l'ensemble aussi des administrations, des entreprises à opter pour le télétravail dans la mesure du possible. Tous les employeurs, et avec cette idée qu'à chaque fois que c'est possible, le télétravail doit être privilégié, parce que c'est une façon à la fois de préserver de l'activité, tout en protégeant les salariés dès lors qu'ils peuvent travailler à domicile. Ça n'est pas le cas de tous. Du côté des mesures, là vous les avez évoquées tout à l'heure, de chômage partiel, les mêmes mesures vont être reconduites? Les mesures sont déjà encore en vigueur. Le chômage partiel est encore en vigueur. Nous l'avions prolongé. Le fonds de solidarité pour les entreprises fermées existe aussi. Nous l'avons même renforcé au cours des derniers mois avec la prise en charge des entreprises jusqu'à 50 salariés, alors qu'au mois de mars, c'était les entreprises jusqu'à 10 salariés. Et nous avons des prêts garantis par l'État qui devaient être ouvert jusqu'à fin décembre, et nous avons annoncé avec Bruno Le Maire qu'il serait ouvert au moins jusqu'au 30 juin. Donc les dispositifs existent, et d'ailleurs je prends un exemple, une illustration. L'Assemblée nationale examine la loi de finances, mais l'Assemblée nationale a aussi voté en première lecture la loi de financement de la sécurité sociale. J'ai présenté devant l'Assemblée la semaine dernière, et l'Assemblée l'a voté, un amendement qui prévoit les exonérations de cotisations patronales et donc d'échéances sociales pour les entreprises concernées dans les mêmes conditions au printemps. Nous l'avons d'ores et déjà voté et inscrit dans la loi. Oui, vous avez parlé de l'Assemblée nationale. On a vu que c'était compliqué quand même hier lors des échanges. Demain, ce sera présenté aussi par Jean Castex, en fait, l'ensemble du plan. Il ne semble pas y avoir d'unité nationale là, chez les politiques. C'est la responsabilité de l'opposition. Pourquoi, selon vous? C'est la responsabilité de l'opposition, et moi je regrette les propos qui aussi parfois, je ne dis pas pour tout le monde, mais parfois entre l'irresponsabilité, le cynisme et la prise de distance avec toute forme d'intérêt général. Lorsqu'on est dans une situation telle que nous la connaissons, évidemment on peut toujours faire mieux, et ça nous l'avons toujours dit, mais nous faisons beaucoup. Et il y a un principe, et je pense une ligne rouge à tenir, c'est la question de l'unité. Peut-être que dans cette période, on pourrait, et c'est une invitation que je fais aux représentants de l'opposition qui s'en exonèrent,
peut-être faire une trêve, peut-être respecter les personnes, peut-être se dire que l'unité... Quand vous dites respecter les personnes, pourquoi ? Vous avez l'impression qu'hier, à l'encontre de Jean Castex notamment, les critiques ont été virulentes ? Des mots qui parfois sont déplacés, et je pense notamment à certaines expressions de la France Insoumise sur tel ou tel ministre qui sont totalement déplacées. Ça a été aussi le cas d'ailleurs de certains députés du groupe LR pendant les questions d'actualité. Ouais. Mais peut-être respecter une trêve et peut-être se dire que la meilleure façon de soutenir ceux qui sont au front, pour reprendre cette expression, les soignants, les métiers en première ligne, ceux qui sont mobilisés, les forces de sécurité, pour faire en sorte que ça se passe bien, la meilleure façon de leur rendre hommage, ce n'est pas seulement des mots dans l'hémicycle ou des mots sur les chaînes de radio, c'est de faire corps. Olivier Dussopt, vous connaissez bien aussi l'ensemble des rouages de l'administration. Pourquoi sur les tests, c'est aussi long à se mettre en place ? Là, ce qui est critiqué dans cette période, c'est la mise en place en fait de l'ensemble des tests massifs. Est-ce que vous savez combien de tests sont faits chaque semaine ? Chaque semaine. Oui. On est en test PCR ou en test PCR. En test PCR, on est à plus d'un million. On est à plus d'1,5 million. Voilà, c'est ça. Mais on dit en fait qu'il faut des tests massifs. On avait une épidémiologiste qui était hier à cette antenne qui disait on peut multiplier. Il y a les tests salivaires. Il y a d'autres méthodes pour tester de façon plus drastique. Nous sommes le pays d'Europe qui aujourd'hui teste le plus. Et il y a un certain nombre de tests. Vous avez évoqué les tests antigéniques, oui. Et les tests salivaires. Et qui font l'objet aujourd'hui de vérification, de mise en conformité. Mais oui, mais c'est assez long. Pourquoi c'est aussi long ? Pardonnez-moi. On est dans une situation d'urgence, vous l'avez dit tout à l'heure. Pardonnez-moi, mais je vais rappeler une évidence. Je ne suis pas médecin. Et lorsqu'il s'agit de process qui visent à certifier l'efficacité et donc la fiabilité d'un test ou d'un médicament, je me fie à un avis. Oui, mais le Covid sera passé quand il y y aura les certifications, ce que disent. Et je pense que dans ce domaine-là, la précipitation est mauvaise conseillère. Tous ne disent pas ça quand même, non ? Faisons confiance aux médecins et aux conseils scientifiques. Bon, un mot, Olivier Dussopt, concernant le terrorisme. Et j'ai vu qu'il y avait que le gouvernement comptait renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Comment ? Il y a un certain nombre de propositions que nous portons avec Bruno Le Maire. Nous pensons, par exemple, qu'un certain nombre d'associations, certaines sont évoquées aujourd'hui dans le cadre de procédures de dissolution. Certaines associations, parce qu'elles sont associations, parce qu'elles ont répondu à un certain nombre d'agréments, bénéficient pour les dons qui leur sont faits de déduction fiscale. Nous considérons que lorsque une association est dirigée par des gens qui s'opposent aux valeurs de la République, qui peuvent être condamnés, poursuivis pour terrorisme ou apologie du terrorisme, il n'y a pas lieu qu'il y ait des déductions fiscales. De la même manière, nous sommes convaincus que les financements étrangers d'un certain nombre d'associations, notamment d'associations cultuelles, ne doivent pas nécessairement être interdits, mais doivent être contrôlés, doivent être déclarés. C'était déjà le cas, mais pas suffisamment. On peut renforcer ces dispositifs, à la fois sur le contrôle des fonds qui viennent de l'étranger, et puis nous pouvons mettre en place un certain nombre d'outils pour renforcer les moyens de l'administration, pour empêcher tout simplement que des déductions fiscales, des crédits d'impôt puissent être accordés pour des dons qui sont faits à des associations qui, objectivement, sont des associations qui s'opposent à l'intérêt général et à la République. Question avec Cécile de Mélibus, Olivier Dussopt. Oui, pour la rentrée scolaire le 2 novembre, les enseignants s'interrogent sur la manière dont ils vont aborder forcément le drame qui est arrivé avec Samuel Paty. Une idée commence à faire son chemin, c'est de montrer à nouveau les caricatures. Qu'est-ce que vous en pensez au nom de la liberté d'expression et finalement du droit à la caricature? Mon collègue Jean-Michel Blanquer prépare la rentrée et cela relève de ses prérogatives. Pour ce qui concerne les caricatures, c'est un droit absolu. C'est un droit absolu parce que c'est le droit à la liberté d'expression. Il n'y a pas, il faut le rappeler systématiquement, il n'y a pas de délit de blasphème dans notre pays. Nous sommes dans une république laïque. Il y a un droit à la liberté d'expression, à la caricature, sans mais, sans réserve. Parce que j'entends ici ou là certains qui disent on peut caricaturer, mais il faut faire attention. Non, la caricature, elle est libre. Ceux qui ne veulent pas les regarder ne les regardent pas. Ceux qui considèrent que tel ou tel dessin par exemple Charlie Hebdo, pour prendre cet exemple, ne leur plaît pas. Le nouveau dessin de Charlie Hebdo. Vous avez vu le ministre turc qui réagit violemment. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si certains considèrent que ce dessin ne leur plaît pas, ils ont le droit de ne pas l'aimer, ils ont le droit de le dire, mais ils n'ont pas le droit de l'interdire. Merci Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics, était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci. Et dans un instant, le journal de 8h, restez avec nous. Bon réveil. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.